Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Donc nous poursuivons l'étude des tissus qui s'associent entre eux pour former les organes par la description du tissu musculaire qui, bien évidemment, va donner naissance aux muscles de l'organisme. Beaucoup de cellules sont capables d'effectuer certains mouvements, mais certaines se sont spécialisées dans la contraction, les forces de mouvement résultant alors de l'interaction entre deux protéines, l'actine et la myosine. Les cellules contractiles fonctionnent sous forme d'unités contractiles unicellulaires ou le plus souvent pluricellulaires. Les unités contractiles unicellulaires, d'abord, il en existe trois catégories. Les cellules myoépithéliales, elles peuvent être fréquentes dans certaines glandes. Elles sont situées entre les cellules sécrétoires et la membrane basale, dans les acinies et dans les canaux excréteurs, au moins dans leurs parties les plus distales. Elles apparaissent comme une couche de cellules aplaties, mais en fait elles sont étoilées, avec des prolongements qui forment un réseau enserrant les cellules sécrétoires. Et la contraction de ces prolongements entraîne ou facilite l'expulsion du produit de sécrétion des cellules vers la lumière de l'acinie. Ces cellules contiennent des protéines contractiles, actine et myosine, organisées de façon similaire à celle du muscle lisse. Elles ont de nombreux desmosomes et elles expriment la desmine. Leur contraction est contrôlée par le système nerveux autonome ou par des incitations hormonales, en particulier l'ocytocine, dans la glande mammaire. La deuxième catégorie d'unités contractiles unicellulaires est le péricyte. Ce sont des cellules semblables aux cellules musculaires lisses qui entourent les vaisseaux sanguins. Elles sont aplaties autour des capillaires, autour des vénules, et entourées par une membrane basale. Elles contiennent également les protéines contractiles que sont l'actine et la myosine, et donc elles ont une fonction de contraction et régulent par là la vasomotricité. Mais elles ont encore une fonction différente, qui est une fonction de cellules souches mésenchymateuses, puisque après une lésion tissulaire, ces péricytes peuvent proliférer et se différencier en myofibroblastes par exemple ou en fibroblastes. La troisième et dernière catégorie, ce sont les myofibroblastes. En fait, ce sont des cellules fusiformes qui sont capables de sécréter du collagène, mais qui ont aussi des propriétés de contraction. Elles sont assez difficiles à distinguer morphologiquement des fibroblastes, sauf par la mise en évidence, grâce à des techniques immunohistochimiques, de desmine. À l'état normal, on voit très peu de ces cellules. Elles représentent une population assez clairsemée dans du tissu conjonctif, mais après lésion tissulaire, ces myofibroblastes peuvent proliférer et devenir actifs, donc actifs par la sécrétion de collagène et par la contraction, et on pense qu'ils ont là un rôle d'organisation de la matrice extracellulaire. Les unités contractiles pluricellulaires vont nous occuper beaucoup plus de temps, puisque là il s'agit de la description des muscles. Ces muscles sont constitués de cellules très différenciées, dont certains constituants ont reçu des noms spéciaux. Et on verra que le cytoplasme, ici, va s'appeler sarcoplasme, que la membrane plasmique s'appelle sarcolemme, que le réticulum endoplasmique s'appelle réticulum sarcoplasmique. Alors, en réalité, on distingue trois catégories de muscles, d'unités contractiles pluricellulaires. Le muscle squelettique qui, comme le nom l'indique, est responsable des mouvements du squelette, mais aussi de certains organes, par exemple le globe oculaire ou la langue. La contraction ici est volontaire, sous le contrôle du système nerveux spinal et de la conscience. Et sur le plan histologique, ce muscle squelettique est strié
car la disposition des protéines contractiles prend l'aspect de striations transversales qui sont bien visibles en microscopie optique. Le deuxième type de muscle est le muscle lisse. Celui-ci constitue les structures viscérales, comme les vaisseaux sanguins, comme le tractus gastro-intestinal, l'utérus, la vessie, donc on l'appelle muscle lisse ou muscle viscéral. Il est caractérisé sur le plan histologique par l'absence de striations transversales. Il y a bien sûr des protéines contractiles, mais elles ne s'organisent pas en forme de bandes striées. Et d'autre part, ce muscle lisse est commandé par le système nerveux autonome, par certaines hormones. C'est une contraction qui est involontaire. Troisièmement, le muscle cardiaque. Celui-ci il a des caractéristiques en quelque sorte intermédiaires entre les deux premiers. Bien sûr, il assure la contraction rythmique et continue du cœur, et de ce fait-là, sa contraction est involontaire, mais c'est un muscle qui est strié, où on va retrouver la même structure, les striations transversales, que l'on voyait au niveau du muscle squelettique. Voici quelques dessins des trois catégories de muscles. Donc le muscle strié en haut, le muscle cardiaque au milieu et le muscle lisse en bas. On verra bien sûr dans le détail la description de ces différents types de cellules. On voit déjà que les fibres musculaires striées ou cellules musculaires striées sont plurinucléées et on distingue les striations transversales comme au niveau du tissu musculaire cardiaque. Par contre, les cellules musculaires lisses, qui sont de morphologie un peu différente, n'expriment pas de striations. Quelques microphotos, toujours ici du muscle strié à gauche, du muscle cardiaque au milieu et du muscle lisse à droite. On verra d'autres présentations plus tard. À l'évidence, la striation apparaît de façon très nette sur la microphoto de gauche et celle du milieu, donc celle qui correspond au muscle strié et celle qui correspond au muscle cardiaque. Et on voit que, par contre, sur les cellules correspondant à la microphoto de droite, les cellules musculaires lisses, il n'y a pas de striation. Les noyaux sont toujours ovoïdes, mais très nombreux dans la cellule musculaire striée, unique pratiquement au niveau de la cellule musculaire lisse. Le muscle squelettique ou la cellule musculaire striée, donc ce muscle squelettique est constitué par un ensemble de cellules contractiles qui sont plurinucléées, qui sont très longues et qu'on appelle, d'un terme un petit peu impropre, fibres musculaires. Donc on va trouver souvent le nom de fibres musculaires striées au lieu de cellules musculaires striées. Il faut faire attention à cette terminologie. Ce tissu musculaire strié représente environ 25% du poids du corps à la naissance et plus, environ 45% à l'âge adulte. La formation de cette cellule musculaire striée, donc son histogénèse, se fait à partir du mésoblaste paraaxial qui forme les somites de la région occipitale à la région sacrée et les somatomères dans la région céphalique. Et donc vers la 3e semaine, des cellules migrent à partir des somites vers les différentes régions de l'embryon et ces cellules, on les appelle des myoblastes. Ces myoblastes vont proliférer activement sous la forme de cellules fusiformes mononucléées, puis elles vont se mettre bout à bout, s'organiser d'une façon particulière, fusionner par leurs extrémités, pour donner des sortes de tubules musculaires que l'on dit syncytiaux et que l'on appelle les myotubes. Et cela se passe à la 8e semaine de la vie embryonnaire. Certaines de ces cellules restent indifférenciées, ne fusionnent pas et restent finalement à l'état de myoblastes, donc de cellules souches musculaires. On les appelle souvent les cellules satellites.
Les myotubes, eux, donc, sont des formations longues, cylindriques, dont les noyaux sont multiples et les noyaux sont centraux d'abord. Mais ces myotubes vont se différencier essentiellement par la formation de myofibrilles. Donc le myoblaste synthétise les myofilaments, mais dans un premier temps, ces myofilaments restent dispersés dans tout le volume de la cellule, et secondairement, ils vont s'orienter longitudinalement et ils vont occuper la majeure partie de la cellule au centre et repousser le noyau et certains organites en périphérie. Et donc, cette différenciation des myotubes va donner naissance à la fibre musculaire striée ou à la cellule musculaire striée. On considère que le nombre de cellules musculaires striées est défini à la naissance et que donc l'augmentation de la masse musculaire au cours de la croissance ou au cours de l'exercice musculaire est en fait le résultat du développement des cellules, développement par augmentation de diamètre, augmentation de la taille et augmentation du nombre des myofibrilles, et croissance en longueur éventuellement par recrutement de myoblastes qui fusionnent avec des fibres musculaires existantes. On décrit un certain nombre de protéines régulatrices, en particulier le MIF5, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont connus actuellement. La morphologie et la constitution de cette cellule musculaire striée. Alors sur le plan général, il s'agit d'un espèce de long ruban à section plus ou moins circulaire, dont le diamètre est variable de 20 à 100 micromètres, et la longueur est encore plus variable puisqu'elle peut atteindre plusieurs millimètres, voire plusieurs centimètres, ce qui est gigantesque pour une cellule. Cette cellule va se terminer par une extrémité arrondie qui fusionne à une charpente conjonctive ou qui se poursuit avec un tendon par exemple. Le sarcolème, c'est la membrane plasmique. C'est une membrane qui est élastique mais qui est très résistante et qui est particulière parce qu'elle envoie de très nombreuses invaginations, des expansions internes, des sortes de dépressions qui s'appellent les tubules T. Ces tubules T plongent à l'intérieur de la cellule, vont entourer les myofibrilles et s'anastomoser avec des éléments homologues. Cette membrane, ce sarcolème, sépare un milieu riche en potassium d'un milieu riche en sodium, et donc il présente une polarisation électrique. Effectivement, il y a une différence de potentiel de l'ordre de 100 millivolts pour 10 nanomètres, et on peut enregistrer les variations de cette polarisation par une technique qu'on utilise en pathologie nerveuse qui s'appelle l'électromyographie. Les noyaux, eux, sont nombreux. Il peut y en avoir parfois plusieurs centaines dans une cellule musculaire striée, une fibre musculaire striée, et le nombre de ces noyaux est en fait bien sûr proportionnel à la taille de la cellule, c'est-à-dire proportionnel au nombre de myoblastes qui se sont juxtaposés pour former cette cellule. Ces noyaux sont aplatis, allongés, ils sont situés sous la membrane, sous le sarcolème, dans une zone qui est dépourvue de fibrilles. Voici des images qui montrent la membrane plasmique et surtout les invaginations qui correspondent aux tubules T. Donc il faut regarder ici l'image d'en haut et celle du milieu. Et vous voyez sur la coupe située en haut la membrane plasmique avec donc cette expansion qui va en profondeur dans la cellule, qui est notée ici, tubule T, donc expansion qui va s'anastomoser avec d'autres expansions qui proviennent de l'autre extrémité de la membrane. Au niveau du dessin du milieu, vous voyez en rose les myofibrilles et donc la membrane plasmique, la membrane le sarcolème, et une espèce de petit canal qui part de la membrane, cette invagination qui est le tubule T, qui va se subdiviser et qui entoure de façon assez proche les myofibrilles. Sur ce dessin tridimensionnel,
que l'on reverra plus tard. Regardons ici simplement le sarcolème, les tubules T. Donc on voit la membrane plasmique tout autour, avec des petits orifices qui correspondent à l'embouchure des tubules T. Ces tubules T, on les voit sous la forme de sortes de tuyaux, plus ou moins anastomosés les uns aux autres, et qui vont aller en direction des myofibrilles à l'intérieur de la cellule et qui vont entourer, encercler ces myofibrilles. On ne voit pas sur ce dessin les noyaux. À côté de la membrane, à côté des noyaux, bien sûr, existe un cytoplasme qui s'appelle ici sarcoplasme et des organites. Le sarcoplasme contient de l'eau, des sels minéraux, des lipides, des protéines, et en fait c'est une importante réserve de protéines qui sont éventuellement consommées pendant le jeûne. Mais il y a également des protéines spécifiques qu'on ne trouve que dans la cellule musculaire ou principalement dans la cellule musculaire. J'en citerai que deux, la myoglobine, qui est une chromoprotéine ferrique assez proche de l'hémoglobine qui remplit, vous le savez, les érythrocytes, les globules rouges. Comme l'hémoglobine, cette myoglobine, c'est un pigment respiratoire sur lequel peuvent se fixer l'oxygène et le CO2. L'autre protéine est la dystrophine. Cette dystrophine est associée à la membrane plasmique, au sarcolème, sous la forme d'une fine couche. C'est en fait une protéine de poids moléculaire 400 kDa qui renforce la membrane, qui la protège en quelque sorte des forces, des contraintes qui sont développées lors de la contraction, ou de la relaxation, ou de l'étirement. Donc c'est une protéine qui est importante pour sauvegarder en quelque sorte la structure et la fonctionnalité de la fibre musculaire striée. Cette protéine, la dystrophine, est absente ou altérée dans une maladie dont vous avez entendu parler lors des télétons, qui est la dystrophie de Duchenne. Et cette maladie, qui est une maladie liée au sexe, qui ne touche que les garçons, se traduit par une faiblesse musculaire de plus en plus importante et qui peut être très invalidante et conduire même à la mort. À l'intérieur de ce cytoplasme existe bien évidemment un certain nombre d'organites. L'appareil de Golgi n'a pas de particularité spéciale, il est peu développé. Les ribosomes, le réticulum endoplasmique granuleux sont également peu nombreux, peu développés. Par contre, le chondriome, donc les mitochondries, sont abondantes. Ce sont des mitochondries longues qui sont disposées en rangées longitudinales entre les faisceaux de myofibrilles. Et, bien évidemment, elles vont fournir l'énergie nécessaire à la contraction. Une autre particularité de cette cellule musculaire striée est l'existence d'un réticulum endoplasmique lisse très abondant. C'est en fait un réseau de canaux qui sont répartis autour des myofibrilles et qui sont constitués d'une part de tubes longitudinaux parallèles aux myofibrilles, plus ou moins anastomosés entre eux, et d'autre part de citernes terminales. Donc il faut imaginer que ces tubes longitudinaux vont se rejoindre et former donc une citerne terminale qui est perpendiculaire à l'axe de la cellule. Entre chaque paire de citernes terminales, située à la jonction bande A, bande I des myofibrilles, se trouve un tubule T, et l'ensemble, donc le tubule T et les deux citernes terminales de part et d'autre, forment un complexe membranaire qu'on appelle ici une triade. Dans la lumière des citernes terminales existe un matériau amorphe constitué d'une protéine relativement petite, 55 kDa, qui s'appelle la calséquestrine et, comme son nom l'indique, qui peut fixer le calcium et qui a un rôle donc de stockage. Le calcium est stocké grâce à cette protéine, calséquestrine, dans le réticulum endoplasmique lisse.
Alors, au niveau de la membrane de ce réticulum endoplasmique lisse, se trouvent de très nombreux canaux calciques qui sont pourvus d'une ATPase calcium-magnésium dépendante, et donc le transfert du calcium va se faire à ce niveau-là. Donc sur cette image que l'on a déjà vue, il faut observer ici le réticulum endoplasmique lisse qui entoure les myofibrilles. On le voit assez bien dans la partie gauche ou la partie droite de la figure, sous la forme d'une sorte de réseau, de filet, et on distingue les deux parties de ce réticulum endoplasmique lisse, les tubules longitudinaux, qui ici sont un petit peu en zigzag, et les citernes terminales. Et donc, si vous repérez le tubule T, vous voyez qu'au-dessus d'un tubule T se trouve une citerne terminale, en dessous une autre citerne terminale, et que donc l'ensemble de ces trois éléments forme la triade. Sur cette même figure, on peut observer les mitochondries qui sont situées entre les myofibrilles, qui finalement sont positionnées très proches des myofibrilles. On les voit soit en coupe transversale, soit en coupe longitudinale. La triade est bien visible ici sur la microphoto électronique de gauche. Donc dans la partie moyenne se trouve le tubule T, et de part et d'autre, en haut et en bas, les deux citernes appartenant au réticulum endoplasmique lisse. Ce dessin vise à montrer les canaux calciques qui vont permettre de transférer le calcium et de faire communiquer, de faire déverser le calcium du réticulum sarcoplasmique où il est stocké vers le sarcoplasme. Le dernier élément morphologique de cette cellule musculaire striée, ce sont les myofibrilles. En microscopie optique, ce sont des éléments cylindriques d'environ 1 à 2 micromètres de diamètre qui s'étendent d'une extrémité à l'autre de la fibre. Ils sont groupés en faisceaux et ils présentent une alternance de bandes sombres et de bandes claires disposées au sein d'une fibre et au même niveau d'une fibre à l'autre. Donc ça donne un aspect de striation transversale. Les bandes sombres sont dites bandes A parce que anisotropes en lumière polarisée. Elles ont 1,5 micromètre de long et sont subdivisées en deux parties par une bande qui est plus claire, qui s'appelle la bande H. Et cette bande H est elle-même partagée en deux par une ligne plus dense qui s'appelle la ligne M. À côté de ces bandes sombres, il y a des bandes claires qu'on appelle I, parce que isotropes, et qui ont 0,8 micromètre de long. Elles sont subdivisées en deux par une strie, une ligne sombre qui s'appelle la strie Z. L'ensemble, c'est-à-dire une bande sombre, une bande A, et deux demi-bandes claires, donc ce qui est compris entre deux stries Z, correspond à l'unité de base, l'unité motrice du muscle strié qu'on appelle le sarcomère, et qui a donc 2 à 3 micromètres de long. Sur ce dessin, dans la partie haute, on voit une schématisation de la succession des bandes claires et des bandes sombres, donc la bande A, la bande sombre, avec ses différentes parties, bande sombre subdivisée en deux parties égales par la bande H elle-même divisée en deux par la strie M, et de part et d'autre donc les bandes I, à gauche et à droite, bandes I qui sont les bandes claires, séparées en deux chacune par la strie Z. L'unité motrice dont je parlais à l'instant, le sarcomère, c'est l'espace entre deux stries Z, donc une demi-bande I, une bande A et une demi-bande I. Ici, une microphoto qui montre la succession des bandes claires et des bandes sombres, et on voit très bien au niveau de la bande
claire, la strie Z, qui la sépare en deux. De quoi sont constitués ces myofibrilles? Eh bien, c'est les analyses en microscopie électronique qui ont permis de le déterminer, et c'est un des premiers succès de la microscopie électronique dans les années 1950, donc il y a déjà longtemps maintenant. Cela a pu montrer que chaque myofibrille était en fait un agrégat d'unités fibrillaires élémentaires qu'on appelle les myofilaments. Et il existe deux types de myofilaments que l'on peut observer en microscopie électronique. Il existe des myofilaments épais qui ont 15 nanomètres d'épaisseur et 1,5 micromètre de long, et ceux-là, ils sont disposés tout au long de la bande A. Mais on peut voir qu'ils projettent à intervalles réguliers des expansions latérales. Le deuxième type, c'est le myofilament fin, qui a 8 nanomètres d'épaisseur environ, et à peu près 1 micromètre de long. Et ceux-là, ils s'étendent de part et d'autre de la strie Z sur toute la longueur de la bande I. Ils sont parallèles aux filaments épais, intercalés entre eux dans la bande A, mais ils n'atteignent pas la ligne M. Ils laissent de part et d'autre de la strie une zone dépourvue de filaments fins, c'est la bande H. L'organisation spatiale de ces myofibrilles est observée en coupe transversale. Si l'on fait une coupe au niveau de la bande H, on ne verra que des filaments épais, disposés sous un schéma en mode hexagonal. Si par contre on fait une coupe au niveau de la strie M, on verra des filaments épais liés les uns aux autres par des sortes de ponts protéiques. Si cette coupe se situe au niveau de la bande A, on verra des filaments épais entourés de filaments fins. En fait, un filament épais est entouré de 6 filaments fins. Et par contre, si on fait la coupe transversale au niveau de la bande I, eh bien, on ne voit que des filaments fins. Au niveau de la strie Z, les filaments fins s'interpénètrent et il y a des ponts protéiques qui les relient les uns aux autres. On a déjà vu ce dessin, mais ici il faut observer la partie d'en bas. Donc sont situés sur ce dessin les filaments épais qui, vous le voyez, courent tout au long de la bande A, et puis on voit les filaments fins qui partent de la strie Z et qui vont en direction de la bande H, mais ils vont s'interrompre à un certain niveau, et c'est ça qui va déterminer la présence de cette bande H avec la strie M qui est au milieu. Une autre schématisation, ici, une autre microphoto d'un muscle strié avec le fort grossissement qui est au centre de la diapositive, où l'on distingue très nettement le filament épais entouré par 6 filaments fins. Donc ici, on se trouve sur une coupe transversale au niveau de la bande A. Par contre, sur ce dessin sont représentées ces organisations, avec au niveau de la bande A, donc en coupe transversale, en bleu, les filaments épais, et en rouge, les filaments fins, donc 6 filaments fins autour d'un filament épais. En I, donc au niveau de la bande claire, que des filaments fins. Au niveau de la bande H, que des filaments épais, puisque les filaments fins se sont interrompus. Et au niveau de la strie M, d'une part des filaments épais et d'autre part des protéines transversales qui relient ces filaments épais les uns aux autres. Quelques autres coupes pour vous représenter les organisations des myofibrilles. Vous voyez en plus ici d'autres structures qui correspondent aux mitochondries par exemple. Et là encore, bande A,
enfin du moins une moitié de bande A, une bande I totale, avec de façon très nette dans sa partie moyenne la strie Z, et puis des mitochondries, du glycogène, donc différentes structures qui vont permettre le fonctionnement de cette cellule. Sur le plan biochimique, on connaît parfaitement la composition de ces différentes myofibrilles. Le filament épais est constitué d'une protéine de 480 kilodaltons qui est la myosine. Myosine constituée de 6 chaînes polypeptidiques, 2 chaînes lourdes identiques et 2 paires de chaînes légères. La molécule a la forme d'une crosse de hockey avec une tige et une région globulaire où se trouvent les têtes. Chaque tête comprend une molécule de chaque type de chaîne légère. Alors ce sont les têtes qui forment ces sortes de ponts transversaux, de projections qui partent des filaments épais en direction des filaments fins. Le filament fin, lui, est constitué par la polymérisation de monomères d'actine G, donc d'actine globulaire. Donc cette polymérisation va donner naissance à l'actine F, et les polymères forment 2 brins entrelacés de façon hélicoïdale. Ils sont situés de part et d'autre, on l'a dit déjà, de la strie Z, et sont en direction opposée. Il existe, à côté de l'actine, d'autres molécules, comme la tropomyosine, qui forment de longues molécules disposées bout à bout dans les sillons situés entre les chaînes hélicoïdales de l'actine F. Et une autre molécule, qui est la troponine, qui, elle, est une molécule complexe, puisqu'il y a en fait 3 sous-unités. Une unité qui s'appelle la troponine T, qui va se fixer à la tropomyosine, une autre sous-unité qui est la troponine C, qui possède un site de fixation pour le calcium, et la troisième, troponine I, qui se fixe à l'actine, et en fait le complexe va bloquer la fixation de la myosine sur l'actine. Bon, dans cette cellule musculaire, dans ces fibres, ces myofibrilles, existent encore d'autres molécules, l'alpha-actinine qui relie les filaments d'actine dans la strie Z, la myomésine qui relie les filaments de myosine dans la strie M, la titine qui est une longue protéine élastique parallèle au myofilament et qui relie l'extrémité d'un filament épais à la strie Z. On ne l'a pas vu dessiné ou figuré sur les différents dessins ou microphotos que j'ai montrés. Et puis il reste la desmine qui lie les myofibrilles adjacentes entre elles et qui lie également les myofibrilles à la membrane plasmique. Ça, ce sont les principales, mais il y en a un certain nombre d'autres. Voici une schématisation de la molécule de myosine avec ses 2 têtes, constituées donc de 2 paires de chaînes légères, et puis les chaînes lourdes qui constituent la queue et une partie de la tête. Vous voyez l'angulation qui existe au niveau de la tête par rapport à l'axe longitudinal de cette molécule. Le filament fin donc, est formé de monomères d'actine qui vont se polymériser pour donner de l'actine F, et puis donc, ces différentes molécules, tropomyosine, troponine. Et dans la partie basse de la figure, vous voyez un filament fin avec les assemblages des différentes molécules, l'enroulement hélicoïdal des éléments d'actine, et puis les molécules de tropomyosine, molécules filamenteuses, et la molécule de troponine avec ses 3 constituants. Donc cette molécule de troponine bloque la fixation
de la myosine sur l'actine, donc bloque le site de fixation de ces deux molécules. On revoit ici le filament fin, tel qu'il est donc dans les cellules musculaires striées, mais également dans les cardiomyocytes. Donc en jaune, les monomères d'actine qui se sont polymérisés sous forme d'actine F. En bleu, la tropomyosine, protéine fibreuse, et dans trois couleurs, rouge, vert et mauve, les trois éléments de la troponine, troponine C fixant le calcium, troponine T se fixant sur la tropomyosine, et troponine I, donc bloquant le site de fixation de l'actine sur la myosine. Donc on a vu là l'organisation de la cellule musculaire striée, sa composition et les différents éléments qui vont ensuite fonctionner pour assurer la contraction. En fait, ces différentes fibres musculaires ne sont pas univoques, il y a une certaine diversité dans ces fibres musculaires striées. On en décrit deux types principaux, et puis bien sûr il y a des intermédiaires. Il y a des fibres musculaires rouges que l'on appelle aussi de type 1, qui sont dites aérobies, qui sont plutôt de petite taille, qui sont rouges parce qu'elles contiennent beaucoup de mitochondries et de myoglobine. Et ce sont des fibres qui se contractent assez lentement, mais qui sont plus résistantes à la fatigue. Donc on va les trouver en nombre important dans les muscles qui interviennent dans le maintien de la posture. À l'opposé, il y a des fibres musculaires qui sont blanches, on les appelle de type 2, elles sont anaérobies, et donc elles ont les caractéristiques inverses des premières, c'est-à-dire des cellules de grande taille, qui contiennent peu de mitochondries et de myoglobine, qui sont peu vascularisées, mais qui sont riches en glycogène et en enzymes glycolytiques. Et donc celles-ci vont se contracter relativement vite, mais vont se fatiguer. Et elles prédominent dans les muscles qui sont responsables d'une contraction intense mais brève, par exemple au niveau du biceps. Bien évidemment, il y a beaucoup d'intermédiaires entre ces deux catégories, ces deux types de fibres musculaires. Alors, chaque muscle contient les différents types et on peut les reconnaître grâce à leur équipement enzymatique et qu'on met en évidence par des réactions histochimiques ou immunohistochimiques. L'origine cellulaire est la même, mais en fait il y a une différenciation, une adaptation de la cellule aux contraintes extérieures qui expliquent cette différence. Ces fibres musculaires vont s'associer entre elles pour former des faisceaux qui sont constitués de quelques dizaines de cellules, une vingtaine, une cinquantaine, et chaque cellule, donc chaque fibre musculaire striée, chaque cellule musculaire striée, est entourée par un mince tissu de soutien qu'on appelle l'endomysium. En fait, c'est du tissu conjonctif, mais très fin, avec quelques fibres de collagène, de réticuline, de rares cellules, et puis bien sûr des capillaires et des filets nerveux. Le faisceau lui-même, donc constitué d'une cinquantaine, mettons, de cellules musculaires striées, qu'on appelle aussi fascicules, est entouré de nouveau par un autre type de tissu conjonctif qu'on appelle le périmysium. Et ce périmysium, donc c'est un tissu conjonctif lâche, il va souder les faisceaux les uns aux autres. Et on va y trouver des artérioles et aussi quelques fibres nerveuses. De nombreux faisceaux vont s'associer pour former le muscle. Et ce muscle est revêtu d'une gaine épaisse de tissu conjonctif dense qu'on appelle l'épimysium. Et c'est à ce niveau-là, au niveau de l'épimysium, que pénètrent de gros vaisseaux et des nerfs, et que ces vaisseaux vont se ramifier avant de passer par le périmysium ou l'endomysium. Voici une coupe d'un muscle où l'on voit différentes catégories, différents types de fibres musculaires striées
En fait, là, la différence a été mise en évidence par le contenu en glycogène, donc par une réaction cytochimique mettant en évidence le glycogène, et on voit de façon très nette qu'il y a certaines cellules qui sont riches et d'autres qui sont pratiquement dépourvues ou très pauvres en glycogène. Sur ce dessin, on peut observer les différentes enveloppes conjonctives. On voit d'abord que chaque fibre musculaire, chaque cellule musculaire striée est entourée par une fine membrane conjonctive qui est l'endomysium. On voit également l'association de ces fibres pour former des faisceaux. Alors ici, ils sont relativement peu épais, ces faisceaux, puisqu'ils sont constitués que d'une dizaine ou d'une quinzaine de cellules. Et autour de chaque faisceau se trouve l'enveloppe conjonctive appelée périmysium, qui est plus épaisse. Et puis, ces faisceaux vont s'associer entre eux pour former le muscle. Ici, il y a une demi-douzaine de faisceaux qui vont s'associer pour former le muscle. Et autour, à la périphérie, se trouve l'épimysium, qui est donc une structure conjonctive plus épaisse, plus solide. Et bien sûr, le périmysium va partir de cet épimysium et se ramifier en quelque sorte à l'intérieur du muscle. C'est une représentation qui correspond à l'image qu'on vient de voir, au dessin qu'on vient de voir. Et ici, donc, on observe les fibres musculaires. Autour de chacune des fibres des cellules musculaires se trouve l'endomysium. Vous voyez dans la partie centrale juxtaposée une dizaine à peu près de cellules musculaires, et autour de cette structure se trouve le périmysium, et puis tout à fait à l'extrémité, c'est visible sur le côté gauche et en bas, se trouve le conjonctif plus épais qu'est l'épimysium. La vascularisation est importante, évidemment. Le muscle, pour se contracter, a besoin d'oxygène qui est apporté par le sang. Donc ce muscle squelettique est richement vascularisé. On a dit qu'il y avait de gros vaisseaux qui pénétraient dans l'épimysium, puis qui se ramifient à l'intérieur du muscle, et de fines branches qui vont entre les fibres, en général perpendiculairement à leur grand axe. Et elles vont donner naissance à de très nombreux capillaires qui courent longitudinalement à travers l'endomysium. Il y a beaucoup d'anastomose transversale entre les capillaires, et donc ça va former un fin réseau entre chaque cellule. La circulation de retour est apportée par des vénules, des veines qui sont parallèles aux artères et qui vont éliminer les différents déchets liés à la contraction, en particulier l'acide lactique. Il y a quelques vaisseaux lymphatiques aussi, mais qui sont assez limités, qu'on va trouver uniquement dans les cloisons conjonctives les plus denses. L'innervation, on peut considérer deux types d'innervation, une innervation motrice et une innervation sensitive. L'innervation motrice, qu'on reverra à propos de la description du neurone et de l'axone, mais on sait bien évidemment que les muscles squelettiques sont innervés par des axones dont le corps cellulaire sont dans la corne antérieure de la moelle épinière. Et au niveau du muscle, le nerf va se diviser en branches multiples qui pénètrent à l'intérieur en suivant les cloisons, le périmysium. Les axones individuels vont se ramifier dans l'endomysium et former des terminaisons avec un nombre variable de fibres musculaires. Un seul neurone peut innerver une fibre musculaire ou une centaine de fibres musculaires. Et l'ensemble de l'axone et de la ou des fibres musculaires qui l'innervent s'appelle une unité motrice. L'activation d'un seul axone provoquera une tension musculaire proportionnelle au nombre de fibres musculaires innervées par cet axone. Et donc la force de contraction en fait dépend du nombre d'unités motrices qui sont activées. La jonction
entre l'axone et la cellule musculaire striée s'appelle la plaque motrice. Ça s'appelle aussi la jonction neuromusculaire. À ce niveau, l'axone va perdre sa gaine de myéline et se ramifier en plusieurs terminaisons courtes qui occupent des dépressions peu profondes à la surface de la fibre, à la surface de la cellule musculaire. Au niveau de cette plaque motrice, la membrane plasmique de la cellule musculaire, le sarcolème, est plissée et forme de multiples fentes synaptiques que l'on appelle fentes secondaires. De l'autre côté, l'élément présynaptique est également plissé et le cytoplasme adjacent contient bien sûr de nombreuses vésicules synaptiques. Alors de part et d'autre, on voit des mitochondries et l'ensemble de cette plaque motrice est recouvert par la dernière cellule de Schwann qui entoure l'axone. Donc en fait, la membrane basale de la cellule de Schwann fusionne avec la membrane basale qui entoure la fibre musculaire et l'endonèvre, donc conjonctif qui entoure la fibre nerveuse, se poursuit avec l'endomysium. Le neurotransmetteur qui intervient ici, dans cette jonction neuromusculaire, c'est l'acétylcholine. Et donc il existe une concentration importante de récepteurs à l'acétylcholine sur les bords des fentes synaptiques secondaires de la cellule musculaire striée. La fixation donc de l'acétylcholine sur les récepteurs va ouvrir des canaux qui permettent au sodium de pénétrer dans le sarcoplasme. Cela va dépolariser la membrane postsynaptique, donc la membrane de la cellule musculaire, et entraîner un potentiel d'action qui se propage sur le sarcolème et qui se propage au niveau des tubules T, donc qui va pouvoir rentrer à l'intérieur de la cellule au contact avec le réticulum sarcoplasmique. Et c'est ce potentiel d'action qui va activer l'ouverture de canaux calciques et la libération du calcium qui était séquestré au préalable dans le réticulum endoplasmique lisse. Alors il existe une substance qui va neutraliser le neurotransmetteur entre les influx nerveux respectifs, donc au niveau des fentes synaptiques, c'est de l'acétylcholine estérase. Ça, c'est pour l'innervation motrice. Il existe aussi au niveau des muscles une innervation sensitive. Elle est le fait des fuseaux neuromusculaires qui sont des sortes de récepteurs à l'étirement responsables de la régulation du tonus musculaire par l'intermédiaire d'un arc réflexe spinal. Donc ce sont ces fuseaux neuromusculaires qui nous permettent de nous rendre compte de la tension d'un muscle. Ces fuseaux neuromusculaires, ce sont des structures fusiformes, encapsulées, qui sont remplies de lymphe, qui ont environ 6 mm sur 1 mm, et qui sont parallèles aux cellules musculaires striées, donc situées dans l'endomysium ou dans le périmysium. Chaque fuseau contient une demi-douzaine de fibres musculaires squelettiques, striées, qui sont appelées les fibres intrafusales, qui sont plus petites que les fibres musculaires striées normales, et qui ont des noyaux répartis différemment puisqu'on les voit entre les fibrilles, soit en sac, soit en chaîne. Les récepteurs sensitifs sont des fibres sensitives myélinisées, annulaires ou en bouquet, qui sont stimulées lors de l'étirement des fibres intrafusales. Ça provoquera une contraction réflexe des fibres musculaires extrafusales par l'intermédiaire de motoneurones qui s'appellent motoneurones alpha. Et donc ça va rétablir l'équilibre, ça va rétablir les tensions. Voilà une schématisation d'une jonction neuromusculaire. Donc on voit arriver en haut à droite le nerf, enfin l'axone du nerf moteur, qui est entouré
par sa gaine de myéline, mais la gaine de myéline va s'interrompre. La dilatation, donc l'élément présynaptique, avec les multiples vésicules synaptiques, les mitochondries. On constate que le cytosquelette de l'axone va s'interrompre au niveau de la dilatation du bouton synaptique. Et tout autour de cet élément se trouvent des cellules de Schwann qui vont donc entourer l'intégralité de cette jonction. L'autre partie, c'est l'élément postsynaptique que l'on voit en bas du dessin, avec des mitochondries, là encore, le noyau de la cellule musculaire striée, et au niveau de la jonction, une déformation de la membrane plasmique du sarcolème sous la forme de fentes synaptiques secondaires, donc de multiples invaginations très fines qui correspondent donc aux fentes synaptiques secondaires. L'acétylcholine, représentée ici dans ces vésicules bleues, sera déversée dans la fente synaptique primaire, puis passera dans les fentes synaptiques secondaires et rejoindra là les récepteurs spécifiques qui permettront le déclenchement du potentiel d'action, ou du moins sa transmission à la cellule musculaire. Sur cet autre dessin, on a représenté également une jonction neuromusculaire. Là, on voit un petit peu plus en détail le reste de la cellule musculaire striée, puisque l'on voit les tubules T qui vont transmettre donc l'information, et on voit également les myofibrilles avec les alternances de bandes sombres et de bandes claires. Microphoto d'une jonction neuromusculaire où l'on voit le nerf qui a envoyé un certain nombre d'embranchements et donc la partie proprement de la synapse avec l'élément présynaptique et l'élément postsynaptique. Ce schéma correspond au fuseau neuromusculaire avec donc à l'intérieur de cette structure ovoïde encapsulée des fibres dites intrafusales et puis bien sûr les fibres musculaires à l'extérieur, extrafusales, et l'on voit les extrémités d'un neurone moteur ou les extrémités des fibres sensitives qui vont donc capter l'information de l'étirement de ce fuseau neuromusculaire. Quelles sont les propriétés des cellules musculaires striées? Deux propriétés à signaler. La propriété de régénération. Alors, en fait, la cellule musculaire est incapable de se diviser. C'est une cellule différenciée, hautement différenciée, qui est en dehors du cycle cellulaire et qui ne peut jamais revenir dans le cycle cellulaire. Mais la régénération est quand même possible. Ça nécessite l'intégrité ou la restauration de la membrane basale et un écart pas trop important entre les parties restées intactes. Et puis ça nécessite bien évidemment la présence de cellules satellites parce que ce sont celles-ci qui vont se diviser. Donc dans un premier temps, après une lésion, les cellules satellites restent inactives, mais les macrophages vont intervenir, migrer et évacuer les débris. Et après 3 ou 4 jours, les cellules satellites vont rentrer en cycle, se diviser, progresser les unes vers les autres et recouvrir la zone de destruction. Donc ces cellules jeunes, vont fusionner, vont former un syncytium avec des noyaux centraux et ensuite les myofibrilles vont s'organiser, les noyaux vont être refoulés en périphérie et la structure de la fibre musculaire striée va être reconstituée. En ce qui concerne la contraction, le mécanisme élémentaire de la contraction est un glissement
des filaments fins sur les filaments épais. Au cours de la contraction, on peut observer que le sarcomère se raccourcit, mais que la bande A ne se modifie pas. Si le sarcomère se raccourcit et que la bande A ne se modifie pas, eh bien c'est que la bande I et la bande H se sont raccourcies. Dans le muscle étiré, au contraire, les bandes I et H sont plus longues, mais la bande A reste toujours inchangée. La distance entre la strie Z et le bord de la bande H reste inchangée. Tout cela signifie qu'il n'y a pas de modification de longueur des filaments épais ou des filaments fins, mais qu'il y a un glissement des uns sur les autres. Donc les filaments fins glissent entre les filaments épais et attirent les stries Z. Sur le plan biochimique, si on suit les différents mécanismes qui aboutissent à la contraction, on démarre bien évidemment par la plaque motrice, par la stimulation du muscle liée à la génération d'un potentiel d'action qui se propage sur le sarcolème et le long des tubules T et qui va à l'intérieur de la fibre musculaire striée. Ceci déclenche une dépolarisation à l'interface entre le tubule T et la citerne transversale qui a pour résultat la libération rapide d'ions calcium qui étaient auparavant séquestrés dans le réticulum endoplasmique lisse. Le signal provenant de la membrane plasmique est transmis en quelques millisecondes à tous les sarcomères et l'augmentation du calcium est transitoire car les ions calcium sont pompés par une ATPase calcium dépendante localisée dans la membrane du réticulum endoplasmique. Donc très rapidement, en une trentaine de millisecondes, la concentration en calcium va revenir à l'état de base. On a dit tout à l'heure que le muscle au repos, le site de fixation de l'actine à la myosine était bloqué par le complexe tropomyosine-troponine. Mais quand la concentration en calcium augmente, le calcium va se fixer sur la troponine C, ce qui entraîne un changement de la conformation du complexe, le déplacement de ce complexe et la libération du site de fixation actine sur myosine. En réalité, c'est la tête globulaire de la myosine qui se fixe sur les filaments d'actine. La tête de la myosine libre fixe l'ATP et l'hydrolyse. Et du fait de cette hydrolyse, l'affinité de la myosine pour l'actine est augmentée et la tête de la myosine va se déplacer vers une sous-unité d'actine voisine et s'y lier faiblement. La libération de phosphate provoque la liaison étroite de la tête de la myosine sur l'actine et une fois liée, la tête de la myosine subit un changement de conformation tridimensionnelle, une flexion avec une force suffisante pour faire glisser les filaments d'actine sur une courte distance. L'ADP est libéré, une nouvelle molécule d'ATP se fixe, ce qui entraîne la perte d'affinité de la myosine pour l'actine et donc le détachement de l'une par rapport à l'autre. La tête va se lier au groupe suivant de sites de fixation et un nouveau cycle va pouvoir se produire. Pour produire le déplacement, il faut des centaines de cycles semblables qui se succèdent. Donc cela se produit jusqu'à ce que le calcium soit recapté par le réticulum sarcoplasmique. À ce moment-là, le complexe tropomyosine-troponine recouvre de nouveau le site de fixation actine sur myosine et cela restaure l'état de repos du muscle. Alors bien évidemment, cela nécessite beaucoup d'énergie, mais la cellule possède un système très efficace de production d'ATP,
du fait du nombre important de mitochondries et de l'existence de différentes enzymes. Voici un dessin correspondant au mécanisme de réparation de la cellule musculaire striée. On commence à la partie haute, où l'on voit une cellule musculaire striée, reconnaissable à ses noyaux, qui a été déchirée, qui a été altérée. Des macrophages sont venus qui vont nettoyer, éliminer les débris, phagocyter les débris. Et vous voyez que un peu plus tard, mais toujours pendant cette période de nettoyage par les macrophages, les cellules souches du tissu musculaire vont se développer et vont se diviser. On observe au niveau du deuxième dessin une cellule en mitose. Donc division de ces cellules souches, juxtaposition des cellules, les unes par rapport aux autres, fusion de ces cellules, donc disparition de leur enveloppe cytoplasmique, et constitution d'une fibre musculaire réparée, avec dans un premier temps des noyaux centraux, puis apparition des myofibrilles et déplacement vers l'extérieur des noyaux pour reformer, c'est l'image tout à fait en bas, une cellule musculaire striée, complète et de nouveau fonctionnelle. Dans la figure d'en bas apparaît une petite cellule qui est une cellule satellite qui restera dormante jusqu'au moment où elle sera réactivée pour traiter en quelque sorte une nouvelle lésion. En ce qui concerne la contraction, donc on reprend ici les schémas que vous avez déjà vus, avec une fibre musculaire au repos en haut, donc l'aspect en microscopie avec la bande sombre et la bande claire, et puis l'aspect plus détaillé avec les myofibrilles, filaments épais et filaments fins. Dans la partie centrale du dessin est située une fibre musculaire contractée, pas de changement au niveau de la longueur de la bande A, mais raccourcissement de la bande I, et rapprochement donc des deux stries Z l'une par rapport à l'autre. À droite, on voit que cela correspond à un glissement des filaments fins, ici en marron, sur les filaments épais en bleu. C'est évidemment le processus inverse lorsque la fibre musculaire est étirée. Même schématisation, ici tridimensionnelle, montrant le glissement des filaments fins sur le filament épais. Ici, une représentation plus ou moins en coupe avec les différents éléments moléculaires qui vont intervenir au niveau de la contraction. En haut, les extrémités, les têtes de la myosine, les filaments d'actine et les molécules de tropomyosine et de troponine. Donc au repos à gauche, lors de la contraction à droite, où la fixation du calcium sur la troponine a modifié le positionnement de la troponine et de la tropomyosine sur l'actine et a libéré le site de fixation actine-myosine. Sur la partie basse de la figure, on revoit les mêmes éléments avec la tropomyosine, le complexe trimoléculaire de la troponine, les filaments fins d'actine et les filaments épais de myosine. Et là, on observe mieux la tête de la myosine qui a effectué une angulation donc qui a déplacé le filament fin sur le filament épais. Autre schématisation, mécanisme moléculaire de la contraction de la cellule musculaire striée. État 1,
donc le filament d'actine, le filament de myosine avec sa tête qui a une certaine angulation par rapport à la queue. Donc tête qui a fixé de l'ATP, l'ATP est hydrolysé en ADP plus phosphate, et à ce moment-là, donc liaison faible avec l'actine. Libération du phosphate et liaison étroite au filament d'actine. Et puis, changement d'état, conformation tridimensionnelle qui se modifie, angulation plus accentuée de la tête de la myosine par rapport à la queue, et donc déplacement de l'actine sur la myosine. L'ADP est libéré, l'ATP se refixe, et cela va provoquer un relâchement, une diminution de l'affinité de la myosine sur l'actine, donc une séparation de la myosine par rapport à l'actine, et le cycle recommence. Sur ce dessin, pour terminer la description de la cellule musculaire striée, on part du muscle pour aller de plus en plus finement au niveau moléculaire jusqu'à la myosine et à l'actine. Et on retrouve les différentes précisions que j'ai apportées au fur et à mesure. Deuxième description, en ce qui concerne la cellule musculaire, celle de la cellule musculaire lisse. Donc, ce tissu musculaire lisse est constitué de cellules qui ont des propriétés contractiles, mais ces propriétés contractiles sont obtenues par stimulation par des terminaisons nerveuses du système neurovégétatif et parasympathique, ou par des facteurs mécaniques comme l'étirement, ou par des facteurs hormonaux comme l'ocytocine, et donc, on l'a déjà dit, l'activité est indépendante de la volonté. Ce muscle lisse est responsable de contractions continues, mais relativement faibles, à l'origine de mouvements plus ou moins diffus. Alors, la contractilité est une propriété du muscle lisse, et l'influence du système nerveux autonome, d'hormones, de métabolites locaux module cette contractilité selon les besoins. Ce muscle lisse, on va le trouver constitutif de la majeure partie de la paroi du tube digestif, mais on le voit également dans les vaisseaux, dans l'utérus, dans la vessie, la trompe de Fallope, etc. La morphologie, la constitution de la cellule musculaire lisse. Ses caractéristiques générales, c'est aussi une cellule allongée, elle est fusiforme, mais elle est beaucoup plus petite que la cellule musculaire striée, puisque sa longueur est de l'ordre de 20 à 500 micromètres. Les plus grandes de ces cellules vont se trouver au niveau de l'utérus, surtout pendant la grossesse, ou au niveau de certains vaisseaux. Sa largeur est de l'ordre de 5 à 10 micromètres. Les fibres sont rassemblées en faisceaux qui sont ramifiés, plus ou moins irréguliers, et dont la disposition varie de façon très importante d'un organe à l'autre. La membrane plasmique est doublée par la lame basale. On observe des invaginations aussi, mais ce n'est pas de vraies tubultés. Par contre, il y a un certain nombre de vésicules de pinocytose qui vont permettre donc de transférer des liquides, du matériel de l'extérieur de la cellule vers l'intérieur. Par ailleurs, on observe des sortes de densification au niveau de la membrane qu'on appelle des corps denses ou des jonctions d'attachement où l'on trouve des protéines dont on a déjà cité le nom comme la vinculine ou l'alpha-actinine. Le noyau est unique, un seul noyau par cellule, allongé en navette au centre. En ce qui concerne le cytoplasme, le cytoplasme est finement granuleux, condensé à la périphérie, mais, on l'a déjà dit, il n'y a pas de striation et on n'observe que peu de myoglobine. Le réticulum endoplasmique granuleux est assez développé, il y a aussi des mitochondries. Par contre, le réticulum endoplasmique lisse est peu abondant. On va le trouver au voisinage de la membrane, associé donc à ces microvésicules de pinocytose. Les filaments.
Alors, il n'y a pas de système longitudinal organisé de protéines contractiles, mais il y a en fait des faisceaux de protéines contractiles qui s'entrecroisent et qui se fixent sur les cordances au niveau de la membrane plasmique ou dans le cytoplasme. Donc on va observer ici aussi des filaments fins d'actine, 4 à 8 nanomètres de large, 1 à 4 micromètres de long. Ils forment des faisceaux orientés longitudinalement ou obliquement dans le cytoplasme et ils sont amarrés aux cordances. Il y a des filaments de tropomyosine associés, mais il n'y a pas de troponine. On trouve des filaments épais de myosine, plus rares. La proportion ici est en gros de 12 filaments fins pour 1 filament épais. Ils sont courts, 1,5 micromètre de long, 15 nanomètres de large, épais, et ils vont s'entremêler avec les filaments fins. Cette myosine est biochimiquement différente de celle du muscle strié, et elle ne va se fixer à l'actine que si il y a phosphorylation de la chaîne légère. Et puis on décrit également des filaments d'ancrage qui sont constitués de desmines, qui vont s'insérer aussi sur les cordances et qui forment une sorte de réseau à mailles larges. Voilà deux images d'une cellule musculaire lisse, à l'état de repos à gauche et contractée à droite. Donc il y a, vous voyez, raccourcissement, mais aussi élargissement de la cellule. Le noyau qui était oblong se tire-bouchonne, et donc on voit nettement les câbles de desmine qui ont changé de structure, qui se sont modifiés et suite à la contraction. Une coupe de muscles lisses en microscopie électronique où l'on voit bien évidemment l'absence de striation, c'est ce qui frappe en premier. Comment est organisé le muscle lisse? Ces cellules musculaires lisses, elles peuvent être isolées ou rassemblées en petits faisceaux, par exemple dans la capsule d'un organe ou dans le tissu conjonctif. Mais on peut voir aussi des petits muscles bien individualisés, ou encore ce qu'on appelle des tuniques, c'est-à-dire des couches de cellules musculaires lisses qui vont constituer la paroi des viscères creux. Donc les cellules s'imbriquent les unes dans les autres, de telle façon que la zone centrale de l'une soit à proximité des extrémités des cellules adjacentes. Alors dans certains vaisseaux, cette organisation peut se faire en spirale, dans d'autres fois la disposition est plus ou moins plexiforme. Il existe des muscles lisses unitaires où les cellules tendent à produire leur propre contraction rythmique qui peut être stimulée par l'étirement et qui peut être transmise d'une cellule à l'autre par des jonctions communicantes. Ces muscles lisses unitaires sont par exemple dans des grandes artères, sont dans des canaux de l'appareil de reproduction mâle. Il n'y a pas de jonction communicante, donc pas de conduction de l'influx nerveux d'une cellule à l'autre, mais chaque fibre est innervée, et donc dans ce cas-là, la contraction est plus rapide et plus précise. Alors, autour de ces amas de cellules, ou de ces cellules, il y a des enveloppes conjonctives, donc une gaine fine autour de chaque cellule musculaire lisse, et puis une gaine autour des faisceaux, donc constitués de plusieurs cellules. Et il y a bien évidemment une innervation qui est réalisée par le système nerveux végétatif sous forme de fibres amyéliniques qui donnent des terminaisons nerveuses libres au voisinage des cellules ou des plexus. Il y a des terminaisons adrénergiques et cholinergiques qui innervent le muscle lisse et qui agissent de façon antagoniste. Alors, on admet que les cellules se contractent en même temps, soit quand il y a une terminaison nerveuse par cellule, parce que l'influx nerveux est transmis simultanément à toutes les fibres nerveuses et les cellules d'une même région, soit parce que l'influx nerveux qui n'arrive qu'à une seule cellule entraîne une dépolarisation qui est transmise aux autres cellules par l'intermédiaire des jonctions communicantes. Donc plusieurs mécanismes qui vont permettre la contraction simultanée de plusieurs cellules
soit par les jonctions communicantes, soit parce qu'il y a plusieurs terminaisons nerveuses arrivant chacune à une cellule. Quelles sont les propriétés des cellules musculaires lisses? Propriété de régénération. En fait, la capacité de régénération est faible, mais elle existe cependant dans les vaisseaux à partir des péricytes, et puis elle existe dans le cas particulier de l'utérus gravide, où il y a une hypertrophie cellulaire et une hyperplasie. Donc l'utérus, pendant la grossesse, va augmenter de taille, le nombre des cellules augmente et la taille des cellules augmente. Donc il y a différenciation en fait de cellules conjonctives indifférenciées. Puis après l'accouchement, eh bien, il y a destruction d'un certain nombre de cellules qui vont rentrer en apoptose et qui vont disparaître, qui vont être phagocytées par les macrophages. Ici, contrairement aux cellules musculaires striées, on constate que certaines cellules musculaires lisses ont une capacité, une activité de sécrétion. Effectivement, dans certains sites, la cellule musculaire lisse est capable d'excréter, de fabriquer d'abord et d'excréter ensuite les éléments de la matrice extracellulaire, le collagène, l'élastine, etc. Dernière propriété, la contraction. Cette contraction est lente, mais elle peut être maintenue pendant longtemps. Et les cellules peuvent se raccourcir d'environ un quart de leur longueur. Elles prennent donc une forme plus ou moins globulaire, différente de la forme allongée qu'elles avaient au repos. Alors là encore, le calcium est séquestré dans le réticulum endoplasmique de la cellule lisse au repos, mais après transmission de l'influx, excitation de la membrane, les ions calcium sont libérés dans le cytoplasme et se fixent, non pas à la troponine ici, mais à une protéine qu'on appelle la calmoduline, qui est en fait une protéine qui fixe le calcium. Le complexe calmoduline-calcium active une enzyme appelée kinase de la chaîne légère de la myosine, qui phosphoryle la chaîne légère de la myosine et lui permet à ce moment-là de se lier à l'actine. Donc l'actine et la myosine interagissent par glissement des filaments pour produire la contraction comme dans le muscle squelettique. Cette réaction est lente, elle consomme peu d'énergie, 10 fois moins que dans le muscle strié. Une schématisation de la contraction de la cellule musculaire lisse. Dans la partie du haut, on voit le dessin d'un cordance et des différents filaments qui s'insèrent sur ce cordance, en particulier la desmine. Au milieu et en bas, donc au milieu au repos, en bas en contraction, on revoit les cordances et les filaments d'actine et de myosine qui vont donc glisser les uns sur les autres pour raccourcir la cellule musculaire lisse. Coupe histologique d'un muscle lisse, coupe longitudinale à gauche, transversale à droite, avec donc observation des noyaux, un noyau par cellule, et sur la partie droite, des gaines conjonctives qui entourent les cellules ou les faisceaux de cellules. Ce schéma reprend les mécanismes de la contraction de la cellule musculaire lisse avec l'intervention de la calmoduline sur lequel se fixe le calcium et donc l'activation d'une kinase, la phosphorylation de la chaîne légère de la myosine, ce qui va permettre la liaison entre myosine et actine. Encore une schématisation de la myosine et de l'actine dans la cellule musculaire lisse, donc hydrolyse de l'ATP bien sûr pour fournir de l'énergie, mais fourniture moins importante que ce qui se passe dans la cellule musculaire striée. La dernière cellule est le cardiomyocyte, ou cellule musculaire cardiaque. Ce tissu myocardique va former la tunique moyenne de la paroi du cœur, entre deux structures qui sont l'endocarde d'un côté, à l'intérieur, et le péricarde de l'autre, à l'extérieur.
Cette tunique moyenne, myocarde, tissu myocardique, est associée à un tissu conjonctif riche en vaisseaux et en nerfs. Le muscle cardiaque représente un tissu un peu intermédiaire, on l'a dit, entre la cellule musculaire striée et la cellule musculaire lisse. Ces contractions sont puissantes, consomment une grande quantité d'énergie, mais elles sont continues et initiées par des mécanismes intrinsèques, même si elles sont modulées évidemment par des facteurs extérieurs, neurovégétatifs ou hormonaux. La morphologie, donc les caractéristiques générales, c'est une cellule grossièrement cylindrique, 80 micromètres de long sur 15 de diamètre en gros, avec des extrémités ramifiées, bifurquées, qui rejoignent celles de cellules adjacentes, donc qui donnent un aspect de réseau tridimensionnel. La membrane plasmique, c'est une membrane cellulaire typique, mais elle possède des invaginations en forme de tubules T, qui pénètrent à l'intérieur du cytoplasme, qui contournent les myofibrilles, qui ont des rapports étroits avec le réticulum endoplasmique. Ici, contrairement à la cellule musculaire striée, ces tubules T sont situés en regard des stries Z. Dans la cellule musculaire striée, ils étaient en regard de la jonction bande A, bande I. Donc ici, c'est différent, en regard des stries Z. Ils sont en fait ici plus nombreux et plus larges que dans la cellule musculaire striée, mais ils ne sont pas associés aux deux citernes transversales du réticulum endoplasmique et donc ne forment pas les triades qui étaient caractéristiques de la cellule musculaire striée. Alors, les territoires qui correspondent aux cellules myocardiques sont délimités par des stries denses, qu'on voit bien en microscopie, qui ont pratiquement 2 micromètres d'épaisseur et qui sont disposés à intervalles réguliers sur toute la longueur de la cellule et légèrement décalés, plus ou moins en marche d'escalier. On appelle ça des traits scalariformes ou des stries scalariformes. Alors en fait, ces traits scalariformes correspondent aux affrontements des membranes de deux cellules adjacentes au niveau de leurs extrémités distales. Les portions transversales sont très irrégulières, indentées, les portions longitudinales sont plus lisses. Les premières, donc les transversales, sont des zones d'ancrage. Et il y a donc à ce niveau-là de nombreux systèmes de jonction, des jonctions adhérentes, des desmosomes. Et au contraire, les portions longitudinales, qui sont plus lisses, sont des zones de communication où existent des jonctions communicantes qui permettent la propagation rapide des stimuli contractiles d'une cellule à l'autre. Donc de ce fait-là, les cellules adjacentes se contractent pratiquement simultanément et ça agit comme un syncytium fonctionnel, donc du fait de la présence de ces jonctions communicantes qui permettent le transfert rapide des ions d'une cellule à l'autre. Des noyaux, il y en a un central, parfois deux. Le sarcoplasme et les organites, les mitochondries sont très nombreuses, alignées le long des myofibrilles, sont de grande taille. Le réticulum endoplasmique lisse, il est formé de tubes longitudinaux aussi, anastomosés, ça forme un réseau, un maille irrégulière, donc qui s'étend entre les myofibrilles et le sarcoplasme. Mais donc, il n'y a pas de formation de ces tubules, de ces triades qu'on voyait au niveau de la cellule musculaire striée. Le Golgi se trouve à un pôle du noyau, et puis, fait un peu particulier, on voit fréquemment de nombreuses gouttelettes lipidiques et des dépôts granuleux, de l'hypochrome, surtout chez les sujets âgés. En ce qui concerne les myofibrilles, je ne vais pas les décrire puisque c'est exactement, ou presque exactement, la structure de l'appareil contractile de la cellule musculaire striée. Bon, une différence, c'est que la strie Z est plus épaisse, mais c'est une différence minime ici. Voici un des dessins de cellules myocardiques, de cardiomyocytes. Donc en haut, on voit les associations des différentes cellules, des cellules dont les extrémités sont bifurquées, associées les unes aux autres, et en vert, les traits scalariformes, qui sont donc les zones d'affrontement des membranes de deux cellules adjacentes, donc zones qui permettent l'ancrage d'une part et la communication d'autre part. Dans la partie basse,
une coupe d'une cellule musculaire cardiaque, donc avec un grossissement important. On revoit le sarcolème, la membrane, le tubule T qui va à proximité des myofibrilles, et puis en L des petites portions des tubules correspondant au réticulum endoplasmique lisse. Beaucoup de mitochondries que vous voyez ici entre les myofibrilles. Dessin en 3 dimensions avec le réticulum endoplasmique lisse donc dans la partie centrale, formant des tubules longitudinaux, et puis les tubules T qui, ici, vous voyez, sont situés en regard de la strie Z. Les myofibrilles avec les bandes claires et les bandes sombres, et on peut distinguer des mitochondries tout autour. Une autre vision de la cellule musculaire cardiaque, du cardiomyocyte, avec le noyau central ici, et ici on voit assez nettement les 2 zones correspondant aux 2 parties des traits scalariformes. Dans la partie basse de la figure, vous voyez les portions transversales où il y a vraiment un engrenage des cellules les unes aux autres, des jonctions d'adhérence, et la partie longitudinale qui est plus lisse et où il y a essentiellement des jonctions de communication qui permettent l'échange entre 2 cellules. Microphoto d'un cardiomyocyte avec les différents éléments, les mitochondries, les myofibrilles, etc. L'organisation du muscle cardiaque, d'abord il faut bien voir qu'il y a une certaine diversité des cardiomyocytes. Il existe des différences de taille, bien évidemment, entre les différentes régions. Les cellules des oreillettes sont plus petites que celles des ventricules, mais surtout, il existe des cellules endocrines myocardiques. Alors ces cellules myo-endocrines ressemblent à des myocytes actifs, il y a des filaments aussi, mais il y a surtout beaucoup de granulations, de sécrétions, qui contiennent différentes substances, dont en particulier le facteur atrial natriurétrique qui provoque une vasodilatation, diminution de la tension artérielle. Et puis il existe des tissus de conduction myocardique, donc des cardiomyocytes qui sont un petit peu différents. On les voit au niveau du nœud sino-auriculaire, qu'on appelle aussi le nœud de Keiff et Flack. Et ce tissu de conduction est constitué de myocytes très ramifiés avec peu de myofilaments. Et ils ont, ces cardiomyocytes, un rythme spontané de dépolarisation et de repolarisation rapide. Et donc la dépolarisation spontanée déclenche des ondes d'excitation qui se répandent par les jonctions communicantes à travers les oreillettes et qui déterminent le rythme de contraction qui peut être modifié par le système nerveux autonome. Transfert donc à travers les oreillettes et les ventricules aussi. Il y a d'autres systèmes, le nœud auriculo-ventriculaire et puis le faisceau de His où donc on a aussi des myocytes à activité de conduction. On observe au niveau du cœur des formations conjonctives, il y a une armature fibreuse qui se densifie par endroits, donc les cellules aussi qui sont séparées les unes des autres par un endomysium, mais ce qui est particulier ici, c'est que le cœur a des enveloppes, l'endocarde, le péricarde, l'endocarde qui tapisse les cavités, qui est en continuité avec l'endothélium des vaisseaux, et le péricarde qui est du côté externe. La vascularisation du cœur est extrêmement riche. Elle se fait par les artères coronaires, accompagnées de veines, et puis les artères vont se diviser et donner des capillaires non fenêtrés. L'innervation afférente et efférente, elle se fait à partir de nerfs adrénergiques et cholinergiques. Les propriétés des cellules musculaires cardiaques, on admet que la régénération des cellules musculaires cardiaques est absente. Elle est impossible car il n'y a pas de cellules satellites. Alors, depuis quelques années, il y a des essais de traitement des infarctus du myocarde
par l'intermédiaire de greffes de cellules immatures. Et ce sera peut-être une voie d'avenir, mais c'est bientôt maintenant pour considérer ce type de thérapeutique comme pouvant être utilisé tous les jours. La contraction est semblable en fait à celle de la cellule musculaire striée. Il y a une autostimulation, certes, avec une innervation sympathique qui accélère, une innervation parasympathique qui ralentit. Donc l'innervation influence la contraction, mais ne l'initie pas. Pour donc comprendre comment se fait la contraction de ce cardiomyocyte, eh bien, il faut se référer à ce qui a été décrit pour la cellule musculaire striée. C'est très semblable. Il n'y a pas de grande différence sur le plan mécanistique ou sur le plan biochimique. Pour terminer, voici quelques images des 3 catégories de tissus musculaires. Le tissu musculaire strié à gauche, le tissu musculaire cardiaque au milieu et le tissu musculaire lisse à droite. Vous reconnaissez maintenant bien les différentes caractéristiques de ces 3 structures avec les striations pour le muscle strié et le muscle cardiaque et avec les différents types de noyaux qui sont surtout visibles ici au niveau du muscle cardiaque et du muscle lisse.